Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 22 mai. En Palestine occupée, tension extrême autour de la mosquée Al-Aqsa. À quelques jours de la marche du drapeau, le nouvel itinéraire tracé par les colons sionistes suscite de vives réactions du côté du Hamas. Réduction de la facture d'importation, l'Algérie vise à augmenter la production de semences à l'heure où les experts internationaux évoquent une crise alimentaire mondiale. En Australie, Anthony Albanese, leader du Parti travailliste, parvient à mettre fin à 9 ans de règne des conservateurs sur le pays continent. Et en sport, la France et l'Espagne annoncent leur retrait des épreuves d'équitation des Jeux méditerranéens d'Oran. Les raisons évoquées dans ce journal par le commissaire des Jeux, Abdelaziz Derouaz. Bonsoir à tous. La tension est à son comble dans les territoires palestiniens occupés. Le mouvement Hamas vient de mettre en garde les autorités d'occupation sionistes contre le maintien en l'état de la marche du drapeau prévue le 29 du mois en cours, prévoyant notamment un passage par Bab el-Hamoud. Le point avec Tininan Makassi. Les provocations permanentes de l'entité sioniste se poursuivent et s'enchaînent, ne laissant au peuple palestinien ni le temps du répit et encore moins le temps de pleurer ses morts. C'est avec ce leitmotiv que les autorités sionistes comptent organiser le 29 mai prochain une manifestation nommée la Marche du Drapeau, qui consiste à manifester avec l'étendard sioniste à la main pour célébrer la prise de la vieille ville d'El-Quds par l'armée de l'occupant après la guerre des 6 jours. Non contente de célébrer sa victoire honteuse contre la coalition des armées arabes, composée de forces égyptiennes, jordaniennes et syriennes, l'entité sioniste compte cette année faire passer la manifestation par Bab el-Hamoud pour aller vers l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Pour rappel, Bab el-Hamoud est l'épicentre de la résistance palestinienne, en particulier depuis les événements tragiques de Sheikh Jarrah. À cette ultime provocation, le Hamas répond qu'elle est intolérable, affirmant que la mobilisation du peuple palestinien sera aussi au rendez-vous, ajoutant que le Hamas se tient aux côtés du peuple palestinien et usera de tous les moyens pour empêcher l'itinéraire de cette manifestation. En 2021 aussi, le tracé de la marche avait causé une vive polémique, surtout que les Palestiniens faisaient face à une nouvelle vague d'expropriation d'une violence extrême. Pour rappel, cette provocation vient alimenter davantage la campagne belliqueuse menée par l'entité sioniste et accentuer le climat de tension dans les territoires occupés. Déjà aggravé par l'assassinat de la journaliste Shirin Abu Akleh, le crime de trop d'une entité qui agit en toute impunité depuis plus de 70 ans. Et pour évoquer cette nouvelle provocation des colons sionistes, est avec nous Maître Gilles Devers, avocat défenseur des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Devers, la marche du drapeau intervient dans un contexte d'escalade et de répression violente des forces de l'occupation cette année. L'itinéraire annoncé pour cette marche ne va pas dans le sens de la désescalade, n'est-ce pas ? Mais certainement, on voit tout ça avec consternation et cet empilement de violation du droit et de provocation. La marche en elle-même est illégale et une provocation. Elle est illégale vu que l'idée et le slogan, c'est de marquer la libération de Jérusalem. Mais c'est pas une libération de Jérusalem qui a eu en 1967, c'est une occupation suivie d'une annexion. Et même le Conseil de sécurité, qui est quand même pas favorable à la cause palestinienne, même le Conseil de sécurité a dit que cette annexion de Jérusalem était illégale. Et qui va à l'encontre de la solution à deux États. On est en train de faire l'apologie du crime. Oui. Et cette marche va à l'encontre de la solution de deux États.
Absolument, parce que la base, c'est que s'il y a un État, il y a une capitale, et le consensus se fait pour dire que Jérusalem pouvait être divisée, ce qui était déjà une énorme concession de la part des Palestiniens, et que Jérusalem-Est est la capitale de l'État. Et je veux quand même bien rappeler qu'il y a notre argument, il y a ce que l'on peut dire, et puis ce qui a été jugé. Or, dans son arrêt du 5 février 2021, la Cour pénale internationale a dit que la Palestine était un État et que Jérusalem relevait de la souveraineté palestinienne. Donc la marche qu'ils organisent, on est dans le crime, c'est-à-dire que l'annexion c'est la cause de toutes les guerres, l'annexion. Voilà. Donc c'est une provocation sans fin. Plus évidemment le parcours qui est justement, pour aller Maître Gilles Devers, à travers cette ultime provocation, pensez-vous qu'on va directement à la confrontation, prenant en considération notamment les menaces du Hamas, les mises en garde du Hamas? Oui, j'aime mieux le terme de mise en garde, parce que si les Palestiniens perdent ou abandonnent Jérusalem, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire que de pas à pas, de pierre à pierre, on demande aux Palestiniens de tout perdre petit à petit, y compris la force, je dis pas la symbolique, mais la force que représente Jérusalem et les lieux saints. Donc, au bout d'un moment, je pense que la résistance passe par certains points qui sont clés, et manifestement, du côté israélien, il s'agit de pousser le plus loin possible pour dire on fera ce qu'on voudra quand on voudra, parce que de toute façon la communauté internationale ferme les yeux. Et du côté palestinien, eh bien non, il y a une opposition qui s'appelle la résistance, et vu que c'est une agression armée, c'est une résistance armée. Alors après, tout le monde souhaite que la sagesse minimale prenne le dessus, que le parcours soit fait différemment, et que les Palestiniens auront donc la sagesse, la grandeur d'esprit d'accepter cette marche à partir du moment où elle ne passe pas par le quartier arabe pour entrer dans les lieux saints. Alors, on va tous avoir beaucoup d'attention pour cela, mais notre inquiétude, elle est en discutant avec des amis palestiniens, c'est qu'on voit que le gouvernement palestinien est pour le moment très fragile, et comme toujours, le gouvernement cherche à sauver sa peau en prenant la position la plus radicale, vu que s'il y a un recul, on va lui dire voilà, tu as trahi. Donc effectivement, il y a énormément d'inquiétude sur cette question. Affaire à suivre. Donc, Maître Gilles Devers, merci pour votre éclairage. Je vous rappelle que vous étiez avocat, plutôt défenseur des droits de l'homme. Direction à présent le conflit russo-ukrainien, et au lendemain de la sécurisation totale de l'usine Azovstal à Mariupol, les troupes de Moscou concentrent à présent leurs opérations sur la région du Donbass. Amin Touta. Presque 3 mois de conflit en Ukraine et la situation sur le terrain reste inchangée. Les unités des forces russes poursuivent leurs opérations militaires dans plusieurs villes. Selon la défense russe, 11 drones ukrainiens ont été abattus dans les airs dans les régions de Donetsk, Kherson et Kharkiv, dans le nord-est du pays. Des régions dont la Russie concentre ses opérations depuis plusieurs semaines. Et dans certaines localités, comme les alentours de Kharkiv et Lugansk, les forces ukrainiennes tentent de se positionner défensivement, en dépit de la domination russe. Dans le sud-est et après la prise de Mariupol et sa zone industrielle d'Azovstal, Moscou semble contrôler toute la partie côtière de la région. Pendant ce temps, les Occidentaux continuent d'appuyer Kiev. Le président américain Joe Biden a donné son accord pour l'octroi d'une enveloppe de 40 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine. Et pour la première fois depuis le début du conflit le 24 février passé, le président polonais Andrzej Duda s'est rendu dimanche à Kiev pour prononcer un discours au Parlement ukrainien, faisant de lui le premier chef d'État étranger à s'adresser à l'hémicycle. Pour rappel, la Pologne est le pays européen qui a reçu le plus de réfugiés ukrainiens. Près de 6 déplacés ukrainiens sur 10 ont choisi la Pologne comme première destination, suivi de la Roumanie et les autres pays limitrophes. L'Ukraine, où la loi martiale et la mobilisation en général ont été prolongées ce dimanche de 3 mois, soit jusqu'au 23 août. Et à noter également que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le président américain Joe Biden pour la signature d'une loi apportant une nouvelle aide gigantesque de 40 milliards de dollars à Kiev.
Ce conflit se répercute lourdement sur l'économie mondiale, notamment sur le marché du blé en particulier. Ces prix atteignent des sommets aggravés par l'embargo indien sur ses propres exportations. Les spécialistes craignent une crise alimentaire mondiale. Karim Bouaziz. Des centaines de milliers de tonnes de blé bloquées dans plusieurs ports en Inde. Les autorités veillent au grain. Désormais, pas une seule poignée ne quitte le territoire sans autorisation officielle. Le chef du gouvernement nationaliste, Narendra Modi, explique cet embargo par la baisse importante des récoltes, dûment à cause d'un record de sécheresse, record qui frappe la région depuis début mars. Le thermomètre ayant affiché parfois les 50 degrés à l'ombre, notamment dans le sud du pays. Tel un effet papillon, les bourses mondiales s'en trouvent perturbées. Et l'acheminement vers une crise mondiale d'ici les prochaines semaines n'est plus une vue d'esprit. Et si le cas de l'Inde suscite l'inquiétude, étant donné que le pays est le second producteur mondial, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le conflit ukrainien accentue l'émoi en attendant l'affolement si la situation ne change pas. Question chiffres, le cours du blé a frôlé les 440 € la tonne au cours de la semaine dernière. Il s'agit d'un record absolu, le maximum ayant été de 422,50 en mars dernier, qui était déjà un pic jamais vu. Inchangé depuis puisqu'à l'ouverture aujourd'hui, les courtiers constatent impuissamment les 420 € la tonne. La diplomatie aussi pourrait être perturbée de cette surchauffe de la céréale. Rappelons que New Delhi s'était engagé auparavant à fournir les pays les plus fragiles, dépendants des exportations du blé de l'Ukraine. La sécurité alimentaire des 1,4 milliard d'habitants passerait avant protectionnisme. Quand tu nous tiens, on ne badine pas avec le risque de famine dont le pays est souvent la cible et qui rappelle de mauvais souvenirs. En effet, les yeux rivés sont sur l'Inde qui monte en puissance en tant que producteur mondial de blé. 7 millions de tonnes l'an dernier et ambitionner les 10 millions cette année. Remplir le rôle de l'alternative du blé ukrainien est loin d'être gagné. Quant à l'Ukraine, enlisée dans un conflit, voit son rang décliner d'une place, c'est-à-dire 3e rang mondial avec 10 millions de tonnes contre 19 millions un an plus tôt. La situation risque de s'allonger dans le temps avec des prix soutenus étant donné que la demande forte risque d'être toujours là. Et dans cette même conjoncture en Inde, les producteurs de blé font face aux effets combinés d'une canicule exceptionnelle et de l'interdiction des exportations décrétées par le gouvernement dans un contexte de hausse du cours de la céréale, conséquence du conflit en Ukraine. Et après 2 années de pause pour cause de pandémie, les élites politiques et économiques mondiales feront leur retour à partir d'aujourd'hui en personne au Forum économique mondial dans la station suisse de Davos. La réunion sera largement dominée par le conflit en Ukraine et son lot de conséquences, dont la crise alimentaire mondiale. Et cette éventuelle crise alimentaire devrait osciller d'un pays à l'autre. En Algérie, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Hanni, s'est exprimé sur la production nationale de céréales. Elle devrait, selon lui, atteindre un niveau record durant la campagne 2021-2022, conformément aux dernières prévisions et grâce à des conditions climatiques favorables. Les céréales régies comme toute production agricole par le maillon essentiel que représentent les semences en Algérie. Ces précieux intrants font l'objet d'une nouvelle feuille mise en place par les pouvoirs publics. Objectif, augmenter le niveau de production nationale en vue d'une sortie progressive de l'importation. Khaireddine Batache. Le conflit russo-ukrainien a permis de lever le voile sur plusieurs défis économiques à relever durant les 10 prochaines années, à commencer par la sécurité alimentaire, plus que jamais mère de toutes les urgences. C'est dans cet esprit d'anticipation que l'Algérie planifie son avenir agricole, un avenir qui commence par la réduction de l'importation des semences, une orientation stratégique figurant parmi les priorités économiques de l'État, car elle permet de réduire la facture d'importation des produits agricoles. Selon le ministre algérien de l'Agriculture Mohamed Hanni, l'Algérie pourra se passer de l'importation de semences de certains produits agricoles de large consommation d'ici 2 ans. L'Algérie est l'un des rares pays à produire des semences de produits de large consommation. En 2021, 60% des semences de pommes de terre plantées à l'échelle nationale
était d'origine algérienne. Mais afin de poursuivre ses efforts, le secteur mise sur la coopération bilatérale avec des pays leaders en matière de production de semences, à l'image des Pays-Bas, concernant les futurs investissements dans ce segment, réalisables en Algérie. Nous sommes ici avec l'ambassade aussi pour promouvoir ces relations entre les deux pays. Il existe déjà depuis des dizaines d'années des relations économiques dans le domaine de l'agriculture entre nos deux pays. Par exemple, le semence pomme de terre des Pays-Bas, c'est connu en Algérie, ainsi que les petites semences. Mais on peut faire plus et c'est pour ça qu'on est là. Selon Mohamed Henni, l'heure est également à l'accompagnement des sociétés qui assurent une telle production au niveau local. S'agissant de coopération, justement, le ministre de l'Énergie et des Mines, cette fois, Mohamed Arkab, a évoqué ce dimanche à Alger, à l'occasion d'une réunion avec le ministre des Hydrocarbures au Congo, président en exercice de la conférence de l'OPEP, Bruno Jean-Richard Itoua, les perspectives de la présence d'entreprises algériennes au Congo. La coopération, toujours la ministre tunisienne de l'énergie, et cette fois Neila Nouira, a considéré que la prise en charge par l'Algérie de la demande tunisienne en gaz naturel n'était qu'une question de temps et de mise en conformité technique avant la prise de décision. Dans ce sillage, la responsable a nié toute volonté de se passer du gaz algérien. J'aimerais en premier lieu affirmer que les relations entre la Tunisie et l'Algérie sont excellentes. Nous sommes en parfaite harmonie avec nos frères algériens, et ce à tous les niveaux. En ce qui concerne le gaz, je rappelle que nous avons des contrats qui nous lient avec l'Algérie datant des années 90. Je dément catégoriquement toute volonté de notre part visant à interrompre les approvisionnements tunisiens en gaz algérien. Dans l'actualité également, en 2021, les conflits et les désastres naturels ont fait fuir des millions de personnes à l'intérieur même de leur pays, portant le nombre total des déplacés à un record. Selon une étude publiée par des ONG, les personnes déplacées internes étaient de près de 60 millions en 2021. En parlant de conflits en Afrique, le gouvernement du Bénin se prépare à retirer ses troupes qui interviennent au Mali sous l'égide de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Les autorités béninoises souhaitant renforcer la sécurité sur leur propre territoire, notamment face aux attaques terroristes enregistrées ces derniers mois dans le nord du pays. Et au Soudan, un manifestant a été tué hier à Khartoum par les forces de sécurité soudanaises lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre le pouvoir en place. La victime, qui n'a pas été identifiée, a été tuée par une balle dans la poitrine à Omdurman, la banlieue nord-ouest de Khartoum. Au Tchad, cette fois, les principaux groupes de l'opposition armée tchadienne ont exigé des militaires au pouvoir la libération immédiate et sans condition de leurs membres incarcérés. Après une manifestation violente contre la France le 14 mai, cette demande intervient alors que ces groupes discutent laborieusement depuis le 13 mars à Doha, au Qatar, avec les autorités tchadiennes en vue de négociations de paix censées déboucher sur une nouvelle constitution et des élections libres et démocratiques. Je vous disais en titre, en Australie, Anthony Albanese, leader du Parti travailliste, a réussi à mettre fin à 9 ans de règne des conservateurs sur le pays continent. Fraîchement élu, il sera désormais le prochain nouveau Premier ministre et nouveau visage du gouvernement australien. Souhila Akilal. Après 10 ans de domination des libéraux, les travaillistes sont de retour au pouvoir en Australie. Je suis tellement heureuse que le Parti travailliste soit élu. C'est un nouveau jour qui se lève. Ça va être bien d'avoir un nouveau dirigeant qui va changer les choses et j'espère améliorer la société et l'industrie pour le peuple australien. Leader du Parti travailliste, Anthony Albanese sera désormais le nouveau visage de la politique australienne. Le nouveau Premier ministre a su redresser le Parti travailliste qui était à la traîne dans les sondages, loin derrière les conservateurs du Premier ministre sortant, Scott Morrison.
C'est un grand moment dans ma vie, mais je veux que ce soit un grand moment pour le pays. Je veux changer la façon dont la politique fonctionne dans ce pays. À 59 ans, le travailliste Anthony Albanese promet de grands changements, notamment une action renforcée en faveur du climat, de l'extension des droits des populations indigènes ou de la lutte contre la corruption. Avec ce nouveau gouvernement, il y aura des changements de politique, notamment en ce qui concerne le changement climatique et notre engagement avec le monde sur ces questions. Il a par ailleurs promis de mettre en place un puissant organisme anticorruption, d'augmenter le salaire minimum et de réduire de 43% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il s'est cependant abstenu de dire s'il comptait renoncer au charbon, secteur dont dépend sensiblement l'économie australienne. Et le Premier ministre britannique Boris Johnson a félicité Anthony Albanese après sa victoire aux élections législatives en Australie, se disant impatient de travailler avec lui. Le chef du parti travailliste australien a chassé, je vous le rappelle, du pouvoir le Premier ministre conservateur Scott Morrison lors d'élections législatives. En Thaïlande, cette fois, c'est une première. Depuis 10 ans, les habitants de la capitale Bangkok se rendent aux urnes pour élire leur gouverneur. Ce scrutin est considéré comme un indicateur d'un vote national attendu d'ici un an. Neila Aithamouda. La Thaïlande n'a pas vécu un événement aussi important depuis le coup d'État de 2014. Les électeurs bangkokiens se sont rendus aux urnes dimanche pour élire un nouveau gouverneur. Le scrutin a un tour et les résultats seront probablement considérés comme un baromètre de l'humeur du public avant les prochaines élections générales qui devraient se tenir en mars prochain. 31 candidats sont dans la course. La bataille la plus surveillée est entre deux candidats indépendants. Il s'agit de l'ancien ministre des Transports, Chatchar Stipunt, que le sondage d'opinion ont désigné comme favori, et Asayin Kwanmuang, qui a occupé le poste de gouverneur désigné depuis 2016. Les candidats ont promis de véritables changements locaux, notamment le problème de la congestion routière, la pollution et la gestion des inondations persistantes. Si certains restent sceptiques, d'autres semblent très enthousiasmés par ces élections. Je veux que le nouveau gouverneur fasse de Bangkok une ville plus propre et fasse en sorte que notre société soit mieux organisée afin que la qualité de vie des habitants de Bangkok s'améliore. Je veux que le nouveau gouverneur trouve une solution aux problèmes récurrents auxquels les habitants de Bangkok sont confrontés, embouteillages et inondations. Tout ce que je demande, c'est que ces problèmes soient résolus. Si je peux me réveiller et vivre ma journée sans encombre, ça me va. En 2020, d'importantes manifestations pour la démocratie ont secoué le royaume. Les contestataires ont demandé la démission du Premier ministre, la réécriture de la Constitution jugée trop favorable à l'armée et une réforme en profondeur de la toute-puissante monarchie. Un sujet resté jusque-là tabou. Et du nouveau dans l'affaire Twitter, Elon Musk retire doucement son offre d'achat de 44 milliards de dollars à l'application. L'homme d'affaires affirme avoir des doutes sur la proportion réelle de spam et de faux comptes sur la plateforme, indiquant que le problème pourrait impacter les revenus publicitaires. En culture, en Irak, à Najaf, plus d'une centaine d'habitants ont participé aux funérailles de l'icône de la poésie populaire irakienne, Muzaffar al-Nawab, décédé vendredi à l'âge de 88 ans dans un hôpital des Émirats arabes unis, au terme d'un long combat contre la maladie. Le président irakien Barham Salah a réagi via Twitter. Il reste vivant dans l'esprit de tous ceux qui chantent ses poèmes immortels. Et sport sans transition, Oran se prépare à accueillir les Jeux méditerranéens dans un peu plus d'un mois. En équitation, les fédérations françaises et espagnoles ont annoncé leur retrait de la compétition prévue du 25 juin au 6 juillet. Abdelaziz Drouez, le commissaire des Jeux méditerranéens, évoque les raisons et dénonce l'acte. Le COJM Oran dénonce avec vigueur les justifications mensongères et calomnieuses avancées par leurs rédacteurs.
nous ne pouvons endosser la responsabilité de leur incapacité à organiser leur voyage comme il est d'usage et prévu par toutes les règles des compétitions à caractère olympique. Avec le soutien des instances gouvernementales, s'est engagé à assurer à la charge de l'État algérien le transport des chevaux et accompagnants par car ferry du pavillon national à partir des ports européens les plus proches de la ville d'Oran. Le COJM Oran reste disponible à aider tous les CNO et fédérations sportives engagés aux Jeux méditerranéens, disposés à promouvoir l'esprit de paix, d'amitié, d'excellence, d'ouverture d'esprit et d'unité entre les pays du bassin méditerranéen tel que défini dans la charte du CIJM. Et en football, avant de nous quitter, ce match amical qui oppose en ce moment même la sélection nationale des moins de 23 ans à son homologue de Palestine au stade du 5 juillet en joue la deuxième mi-temps. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al24 News.